pas mal en matière d'ORL. Ici, il n'y a pas nager, hein, parce que quand même, le malade, quand il arrive chez le médecin, même s'il n'est pas gynécologue, il va demander à l'oreille est-ce que je peux aller chez le billes. D'accord? Donc, c'est une parenthèse. Maintenant, on va sortir nos résultats. J'ai eu les autorités. Avec la carte nationale qu'on possède, on va sortir les résultats de hasard. Mais j'aimerais bien que les autres centres montrent leurs résultats, honnêtement. On guérit, tous les T1, T2 du sein, ils ont dépassé 20 ans. Oui, on a pas mal. Sauf les malades qui ont un profil génétique un peu tordu. Aujourd'hui, à Lazare, on a un oncogénéticien. Qui vient des États-Unis, c'est un jeune, dynamique, comme on a une jeune diététicienne, ça fait même du repas de malade. Bientôt, il y a un nouveau thème au Maroc qui va démarrer, comme aux États-Unis et en France. Vous savez, quand quelqu'un a la chimio, malheureusement, il a une tête pâle, le mari regarde la dame de travers et tout. Et bien, l'innovation, ça a démarré à l'hôpital américain à Paris. Ils ont recruté une diététicienne. Elle arrange un peu la femme, ou le mec. Et le mec avec sa chimio et tout, avec la prostate, tu peux apparaître pas bon, pas convenable. Eh bien, nous allons démarrer quelque chose comme ça. Esthétique et cancer, quand la dame sort de sa chimio, ça va être agréable et tout. En matière de col, nous avons de très bons résultats. Et autre chose, nous avons à l'époque un oncogénéticien, voilà, qui est performant. On a un nutritionniste, on a l'esthétique qui va démarrer, et surtout, nos psychologues, on a passé 3 psychologues, seulement on a une jeune psychologue avec nous, psychothérapeute. Parce que dans la psychologie, le psychothérapeute, est plein. Et ça aide un peu les patients. Bien, je ne vais pas être long, on va donner à Madame Indy, mademoiselle. Madame Indy, voilà, Madame Indy vient de nous parler, comme c'est l'actualité, parce que tout le monde est jeune, je crois, Ramadan et cancer. 15 minutes. Ouais. Et ça, on voit très bien que c'est intégré aussi au niveau de toutes les prises en charge cliniques et hospitalières. Et puis aussi, on a remarqué, on a compris que l'alimentation, ça ne servait pas juste à faire grossir ou à faire maigrir les gens. Donc ça avait aussi un impact énorme au niveau de la santé. Et donc même aussi, on travaille d'ailleurs avec en extrême, très étroitement avec les médecins pour avoir une prise en charge vraiment pérenne et réussie, que ce soit, donc ça va du simple ballonnement après un repas jusqu'aux pathologies lourdes comme le cancer. Donc en fait, dans le milieu hospitalier, ce qu'on retrouve souvent comme problématique qui est liée directement à la prise en charge nutritionnelle, c'est la dénutrition. La dénutrition commence souvent, quand on rentre dans cette spirale-là, on a beaucoup de mal à en sortir. Ça commence souvent par une petite perte d'appétit, une petite fatigue liée à on a une légère perte de poids qui va s'accentuer petit à petit. On va avoir un déficit immunitaire, et qui parle de déficit immunitaire, on parle forcément d'infection à répétition. On a des troubles psychiques parce que la personne elle est en dépression, elle a du mal à bouger, du mal à parler, elle se sent seule tout le temps, donc ça joue beaucoup sur le mental. Et puis pour finir, la personne elle finit par être en état gravataire, où elle est alitée, elle a du mal à bouger, du mal à parler, du mal à interagir avec les autres. Donc pour la dénutrition, on a au niveau de notre corps une balance entre les apports énergétiques et la dépense calorique. Si ce déséquilibre dure longtemps, on finit toujours par avoir une dénutrition. Surtout que si l'augmentation de la dépense énergétique, donc si la dépense énergétique est supérieure à l'apport calorique, donc souvent quand on a des personnes en cancérologie, on a une augmentation de la dépense par des perturbations métaboliques et un hypercatabolisme. Et puis à côté de ça, on a aussi une diminution des ingestats. Donc à travers la perte d'appétit, la perturbation de goût, on
On a les effets secondaires des traitements, donc on a souvent des vomissements, des nausées qui sont associées. Donc ce déséquilibre-là va créer une dénutrition qui doit être dépistée pour mieux être traitée. Alors, comment on va dépister cette dénutrition? On va commencer avec le poids. Quand on remarque une perte de poids soudaine et puis qui ne fait que s'aggraver, souvent on pense à la dénutrition. Donc quand la perte de poids est supérieure à 2% en une semaine, ou alors à 5% en un mois, ou à 10% en 6 mois, on se pose la question. Ça veut dire que derrière, il y a un énorme déficit calorique que le corps n'arrive pas à combler, donc forcément il va l'épuiser dans sa réserve. On a l'IMC, donc on sait tous qu'un IMC normal se situe entre 18,5 et 25. Si l'IMC est inférieur à 18,5, ça veut dire que la personne est en dénutrition. Et bien sûr, plus l'IMC est bas, plus le degré de dénutrition va être haut. Maintenant, en fait, ces deux facteurs sont assez trompeurs, parce qu'on peut très bien avoir une personne, on va dire légèrement maigre, avec un IMC normal, parce qu'elle fait des œdèmes, donc forcément l'eau, ça va alourdir au niveau du poids total. Et puis, on peut avoir aussi une personne obèse dénutrie. Ça existe souvent. On ne pense pas à la piste de la dénutrition. Donc, une dénutrition qui n'est pas dépistée ne peut pas être prise en charge. C'est pour ça qu'on va se baser aussi sur les marqueurs biochimiques. Donc, on a l'albumine, quand l'albuminémie est inférieure à 30 grammes par litre, bon, ça peut ne pas être que la dénutrition, mais ça peut être ça, donc comme ça peut être un syndrome inflammatoire, mais ça nous permet de nous orienter un peu au niveau de la prise en charge. La préalbumine également, donc la TTR, quand elle est inférieure à 0,2 g par litre, permet de déceler une dénutrition. La différence, c'est que la préalbumine a une durée, une demi-vie de 2 jours, donc ça permet de voir si la stratégie nutritionnelle fonctionne réellement sur une durée assez courte. Pallier à la dénutrition. Donc, il est très important de mettre le patient en charge en expliquant l'enjeu de la malnutrition, donc en lui expliquant l'importance de la nutrition pour sa prise en charge. En fait, il devient acteur de sa prise en charge et donc du coup, il n'a plus la sensation de subir le traitement, mais il peut faire quelque chose pour se sentir mieux. Donc même moralement, ça aide de se dire qu'en mangeant bien, je peux aller mieux, donc il va faire l'effort de bien manger. Et à côté de ça, s'il n'a pas conscience de l'importance de la nutrition, au moindre, on va dire à la moindre perte d'appétit, il va oublier de manger, ou il va pas manger. À côté de ça, il est aussi très important de penser à prendre en considération les aversions alimentaires des patients. Ça veut dire s'il y a une personne qui ne mange pas de poisson, on ne va pas s'amuser à lui mettre du poisson 3 fois par semaine au menu. Il faut tenir compte des habitudes et des coutumes de chacun. Il faut aussi penser à adapter les textures. Donc une personne qui a par exemple des mucites ou des troubles de la déglutition, il va falloir passer sur une texture un peu plus molle, une texture un semi-haché ou complètement mixé suivant la nécessité. Et à côté de ça, il faut aussi stimuler l'alimentation orale, mais surtout à travers, il faut que ce soit attrayant visuellement. Ça veut dire que le plateau doit être beau à voir. Il faut stimuler l'appétit, parce que c'est des personnes qui sont souvent nauséeuses, qui ont vomi, donc qui n'ont pas forcément envie de manger directement. Et le fait de voir un jouet de repas, une assiette bien présentée, ça stimule l'appétit. Il y a aussi des odeurs, surtout pour les personnes qui souffrent de nausées, il faut plutôt aller vers les préparations froides où on a moins d'odeur, donc moins de dégoût face à l'alimentation, parce que si on développe et on continue à on va dire perpétuer ce dégoût face à l'alimentation pendant longtemps, au bout d'un moment la personne elle fait un rejet complet. On peut utiliser également des compléments oraux, donc comme des boissons hypercaloriques ou des poudres de protéines ou autres, ou tout simplement enrichir l'alimentation de manière naturelle, c'est-à-dire ajouter du blanc de poulet à une soupe, des œufs, etc. Et là, en fait, le but, c'est de mettre un maximum de calories dans un minimum de volume. Ou passer à la nutrition artificielle, entérale quand le tube digestif est fonctionnel, sinon alimentation parentale. Qui c'est qui peut jeûner et qui c'est qui ne peut pas jeûner
pendant le ramadan quand on est atteint de cancer. C'est très simple, les patients qui sont sous traitement ne doivent pas jeûner. Les personnes qui ont un état général altéré, c'est-à-dire qui ont subi une grosse perte de poids récente, ou alors qui souffrent d'asthénie très aiguë, ou donc une perte de poids, on a dit, supérieure à 5% du poids normal. Il est conseillé de ne pas jeûner pour ne pas justement majorer cette dénutrition. Et puis à côté de ça, les patients qui ont un bon état général peuvent jeûner, mais bien sûr après avoir consulté leur médecin et après avoir donné l'accord. Ça, c'est des conseils généraux qui ne s'appliquent pas seulement aux cancéreux, donc aux personnes atteintes de cancer, mais à tout le monde. Donc il va falloir manger équilibré sans excès. Il va falloir manger lentement et bien mâcher ces aliments qui ont tendance à ne pas faire pendant le ramadan parce qu'on a tellement faim qu'on se met juste à gober. Et donc ça fait qu'au final, le système digestif doit fournir beaucoup plus d'efforts pour digérer ces aliments-là. Il faut faire attention à ne pas remplacer les 3 repas de la journée par un seul. Donc il faut que le repas soit équilibré, qu'il soit équivalent à une prise, donc à un seul repas. Il va falloir privilégier les produits naturels et les préparations faites à la maison de préférence au maximum, éviter les produits industriels et puis éviter les fritures qui ne sont pas très digestes et les acides gras sont assez toxiques. Donc comment constituer son repas et son menu? En fait, on utilise la pyramide alimentaire qui est, ça nous permet de classifier les aliments par groupe, comme ça on a une meilleure visibilité, une meilleure compréhension des différents groupes d'aliments. Donc plus on va monter au niveau de la pyramide, plus ça va être des produits à limiter. On va commencer par les boissons non sucrées et l'eau à consommer en quantité suffisante, surtout pendant le ramadan, on a tendance à ne pas boire et ne pas s'hydrater suffisamment. Donc il faut penser à boire petit à petit tout au long de la soirée. Sinon, ça se traduit par des négrales au cours de la journée, par des coups de barre, donc de la fatigue. À côté de ça, donc on a les végétaux, c'est les fruits et les légumes, donc pour leur apport en fibres, en vitamines, en minéraux et surtout en antioxydants, ça à consommer à chaque repas. Après, on a les féculents. Les féculents, il faut savoir bien les choisir. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des céréales complètes, des légumineuses, des aliments avec un indice glycémique et une charge glycémique assez basse. Et ça, il faut en avoir à chaque repas. Attention pour les diabétiques, ça applique la quantité en fonction de son traitement. Ensuite, on a les protéines, 1 à 2 fois par jour. Et là, il va falloir être vigilant parce qu'il faut bien diversifier ses sources de protéines. Donc, on a des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines animales, si on parle de viande rouge, il ne faut pas dépasser les 500 grammes par semaine. Le poisson, environ 3 fois par semaine, a besoin de manger plus, parce qu'on a souvent des personnes qui arrêtent de manger tout ce qui est viande et qui compensent par le poisson. Mais il faut savoir que c'est très riche en plomb ou mercure, mais c'est des métaux lourds qui sont toxiques pour les corps. Donc il ne faut pas abuser, tout est à consommer, mais avec modération. Donc les matières grasses, modérément, les varier les sources, donc entre pour avoir les acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Privilégier les acides gras insaturés plutôt que les acides gras saturés, les acides gras trans. Et puis on arrive aux produits sucrés, pardon. Les produits sucrés, en fait, ils n'ont aucun intérêt nutritionnel. Le seul intérêt, c'est le plaisir de manger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle des calories vides et des aliments plaisir. Donc ça en consommer en petite quantité. Pour la répartition de l'assiette, en fait, je pense que c'est assez simple. La moitié de l'assiette va être constituée de légumes, que ce soit sous forme de soupe, que ce soit sous forme de crudité, de salade ou de crudité. Ça n'a pas d'importance. Le but, c'est d'avoir un apport, de trouver son apport en ne mange rien. Qui a envie d'une tarte à la fraise, on ne va pas le refuser. Maintenant, c'est que si la même personne est demande tous les jours la même tarte à la fraise, ça va être un peu plus problématique. Donc, tout est une question d'équilibre. Et en conclusion, en fait, pour faire court et simple, j'ai dit il ne faut pas compenser les 3 repas qu'on n'a pas mangé dans la journée en un seul repas qu'on fait généralement, qui est le ftour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font un seul repas et qui ne remangent plus le lendemain. Parce que justement, après la prise de repas, on va manger en plus grande quantité. On va pas bien digérer. On va voir tout à l'heure, parce qu'il y a le ftour. Je vais filmer le ftour. Donc je disais, on mange en très grande quantité et des aliments qui ne sont pas forcément très sains. Donc il ne faut pas manger 3 repas en un seul, mais faire
des petits repas, on va dire équilibrés. Voilà. Ça dépend, bien sûr, en fait, il y a des personnes qui vont avoir une tumeur gastrique, par exemple, on va dire on va fractionner plus les repas parce que la taille de l'estomac est réduite. Il y a des problèmes d'acidité, donc là on va éliminer tout ce qui est produits acides qui vont donner des reflux, d'acidité au niveau de l'estomac. Quand on a un problème au niveau par exemple du côlon, là ça va plus être du sang résidu, du sang sans fibre, etc. Donc oui, pour répondre à votre question, il y a chaque type de cancer, on adapte à chaque fois et c'est suivant la tolérance de chacun. C'est faisable chez nous? Non, c'est meilleur. Bien sûr qu'on peut le faire. Parce que c'est pas. En fait, la nutrition, ça ne nécessite pas d'avoir du matériel, ça nécessite juste un savoir-faire et un partage. Parce que, par exemple, le fait d'aller voir le patient, de bien lui expliquer voilà ce qu'il faut manger, voilà ce qu'il ne faut pas manger, voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce qui n'est pas bon pour vous, va faire que la personne, elle va faire un effort. Mais souvent, on oublie que les personnes n'ont pas vraiment de connaissances et de base en nutrition. Donc on ne prend pas le temps de bien leur expliquer la base de l'alimentation. Donc par exemple, quand je parle de protéines, pour vous c'est évident, vous savez bien ce que c'est qu'une protéine. Pour les autres personnes, c'est pas forcément le cas. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien partager et transmettre ces connaissances. Chez qui? Chez les intellectuels, les instruits? Chez tout le monde. C'est dans un travail. Il faut parler d'un langage. Qui adhère à ce que tu leur dis? En fait, tout le monde, il y a des personnes qui sont plus conscientes de l'importance de l'alimentation, donc qui savent déjà assumer, on va dire, on va avoir un discours assez simple, on n'a pas besoin de vraiment de rentrer beaucoup dans les détails, mais on a des personnes à qui il va falloir que l'on explique. Ça veut dire d'expliquer que voilà, le pain que vous mangez c'est du sucre, si vous en mangez en grande quantité, ça va vous faire grossir pour les diabétiques. Ça va quand même augmenter la glycémie, il faut savoir adapter son discours à tout le monde. Mais tout le monde est intéressé du moment où on leur donne l'occasion d'être intéressé par l'expliquer que ça c'est nécessaire. Monsieur Julot. Oui. Alors j'ai la notion de l'apport calorique. Quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue actuellement, qu'il faut manger équilibré sainement, ou bien est-ce qu'il est toujours l'actualité? Alors en fait, de la répartition de ces calories-là. Moi j'ai une question par rapport au mélange des aliments. Est-ce qu'on peut tout mettre dans la même assiette? C'est-à-dire, moi ce que je sais, c'est que par exemple les protéines, le poisson, la viande, le poulet, on a besoin de sucre acide. Donc l'estomac il va déposer dans les acides pour essayer de digérer le truc. Par contre, tout ce qui est végétarien, comme les pâtes, les féculents, il va s'exprimer un sucre qui est basique. En fait, quand on mélange entre les deux, il y a les deux sucres qui se neutralisent, comme pH, s'il y a un pH basique, ça se neutralise, donc ça facilite pas la digestion. Voilà, c'est ça ma question. En fait, c'est ça, les il arrive quand même à s'adapter. Ça veut dire après une notion de quantité. Bien sûr, si vous mangez énormément de protéines, énormément de féculents, ça va rester pendant très longtemps au niveau des estomacs et encore plus au niveau des intestins, ça va fermenter, etc. Mais si vous mangez juste ce qu'il faut et vous amenez juste, ça veut dire que c'est une quantité qui est digérable mais facilement, même si au niveau des sucres gastriques, il n'y aura pas de problème parce que quand même, le corps s'adapte très facilement et très rapidement. Donc on n'aura pas de souci à mélanger les différents protéines. Effectivement, comme complément alimentaire, proposer aux patients en cas de dénutrition, on va aller chercher des compléments hypercaloriques et hyperprotéiques. La personne a une dénutrition calorique. Mais par exemple, il suffit juste de... En fait, on essaie déjà, les compléments alimentaires, on les laisse en bloc. On essaie déjà d'enrichir son alimentation. Ce que je disais tout à l'heure, faire un maximum de calories en un minimum de volume. Vous prenez une soupe de légumes, vous mettez des pommes de terre dedans, des pâtes, de l'huile, du beurre, du fromage, des protéines. Vous essayez vraiment de mettre un maximum de nutriments. Comme ça, le corps on arrive vraiment à en tirer un maximum. Si on voit que c'est insuffisant, à ce moment-là, on va avoir recours à des complémentations orales, comme par exemple des tartinades, des fromages. Après, les tartinades, est-ce que ça contient ça aide de l'alimentation normale. Est-ce que c'est hyper spécifique?
C'est hyper prototypique. plus dessus. Mais c'est hyper prototypique. Après, ça dépend. Il y a des fortimètres hyperprotéinés, des fortimètres hypercaloriques. Ça dépend de ce qu'on cherche. Par exemple, chez un diabétique, on va plutôt aller vers un fortimètre qui est moins sucré. Donc voilà, donc il faut juste adapter. Est-ce que vous disiez par exemple à cause de la whey? Pas vraiment la whey, mais quoi, la whey? c'est des protéines. C'est des protéines, donc du lactocérone. La whey, c'est plutôt pour des personnes, on va dire, à la recherche de masse musculaire, pour maintenir un peu la masse musculaire. Moi, je vais plus conseiller quelque chose d'un peu plus moins en verticule, comme le fromage, ça peut donner en protéines moins. Il ne faut pas oublier que la digestion des protéines est beaucoup de déchets à monter, donc ça va fatiguer le corps pour un certain. En fait, ce qui va augmenter les protéines, ce qui va augmenter la glucose, c'est Les protéines, après les autres aliments, mais aussi les féculents, c'est une source d'énergie. Les protéines, ça ne va pas vraiment donner la source d'énergie aussi. On tient compte, même chez les malades chroniques. Avant, on pouvait les mettre en compte des années fameuses, pendant 5 jours, 6 jours, pour alimenter les malades. Maintenant, il y a des protocoles de fast acte, et donc on peut alimenter les malades 2 jours, 3 jours après les 3 opérations. Les circuits courts de digestifs qui ont des réactions coliques, je trouve que tout ça, il faut le prendre en considération. D'ailleurs, en fait, si on prend l'exemple de la clinique, on a un menu et des déclinaisons. C'est-à-dire si une personne, elle fait, par exemple, si elle a, je vais donner un exemple. Si elle a une diarrhée, par exemple, on ne va pas lui donner la même chose. Si elle a une constipation, on ne va pas lui donner la même chose. Si une personne, elle a un problème de cicatrisation de l'extérieur du côlon, par exemple, un problème de cicatrisation, elle n'arrive pas à cicatriser correctement, on va enlever le résidu. Donc ça sera le même menu, mais avec plusieurs déclinaisons. Une personne hypertendue, on va lui enlever le sel, mais le même menu. Si elle est diabétique, on va contrôler l'apport en féculents. Donc c'est des adaptations, mais le même menu. Parce que si on crée un menu pour chaque patient, Voilà, on va parce que finir. souvent on voit les plateaux arriver, C'est les mêmes avec les déclinaisons. C'est du cas par cas, ça reste quand même des déclinaisons, mais avec le même menu. Autre question, monsieur Laurent? Moi, en tant qu'ORH, je pose la question sur l'importance de l'hypocyalie dans la gestion de l'alimentation. Il y a l'alimentation orale, des passages buccales, donc des passages difficiles. Nous sommes durant le mois de Ramadan, le rapport va être important et personnellement je déconseille beaucoup le jeûne, de faire le carême durant ce mois pour pas mal de patients. Je ne parle pas d'un cancer par rapport à l'autre, je parle de toute la sphère ORL. Je parle de tout ce qui est radiothérapie, de tout ce qui est post-chirurgie. Donc l'hypocyalie est un facteur très limitant en matière d'alimentation dans un sens le plus large possible. Avez-vous des conseils à donner en dehors, bien sûr, de tout ce qui est hydrique, etc., sur le plan contenu en termes de nutriments? Alors, en fait, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, chercher à assurer et à combler les besoins de l'organisme. Après, en ce qui concerne les cancers ORL, souvent un problème, donc c'est des lésions comme vous avez dit, on a des troubles de la déglutition, des troubles. Donc il va falloir à ce moment-là avoir une texture qui soit adaptée à la personne. Si on présente un plat de steak de bœuf, par exemple, avec des pommes de terre sautées ou alors des haricots verts poêlés, elle ne va pas pouvoir manger. Et en fait, on va penser à l'appétit, on va penser à la déprime, on va penser à plein de choses, alors qu'il suffit juste d'adapter la texture. Donc, et là, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut être à l'écoute du patient. Savoir quelles sont ses limites, est-ce qu'il a mal quand il arrive à un moment d'avaler, est-ce que c'est plus, des fois c'est juste un problème de dentition, la personne elle n'a pas de temps, elle n'arrive pas à bien mastiquer, elle pas à mâcher ses aliments. Donc il faut vraiment être à l'écoute du patient et essayer d'adapter la prise en charge. J'ai une question encore. Il y a plein de papiers maintenant dans les journaux qui parlent de faire jeûner la cellule cancéreuse. Mais quand on lit plein de papiers, plein d'expériences dans le monde, eh bien, ça se fait que sur les souris. Mais comme nous, quand on lit au Maroc, on ne détaille pas le matériel de méthode, on ne lit pas ce qu'il y a à l'intérieur, et bien ils disent, le malade va... Il y a des médecins, malheureusement, qui disent au malade, il faut jeûner. Et ça, vu mon expérience, ben, on le trouve. Est-ce que toi, tu partages cette idée de jeûne? Moi, je pense qu'il faut suivre la littérature scientifique. Et aujourd'hui, je pense que maintenant, on ne sait pas encore si c'est bénéfique ou pas.
Et en fait, ça reste encore très hétérogène dans le sens où il y a des études, comme vous avez dit, ça a été fait que sur des souris. Il y a des études cliniques qui sont en train d'être faites maintenant sur des humains, mais on n'a pas, je pense que ça va prendre quelques années pour avoir vraiment un résultat arrêté et défini. Mais entre-temps, il faut voir l'état général du patient, voir s'il est capable, parce que faire jeûner un patient dénutri ne peut faire qu'aggraver son cas. Et forcément, si on aggrave son cas et qu'il est en déficit immunitaire, s'il est en asthénie, fatigué tout le temps, s'il a des problèmes d'énergie vitale en finale, je ne vois pas comment ce patient va pouvoir survivre au traitement chimiothérapie et radiothérapie. Oui. Si on repose la question aux oncologues, est-ce que le jeûne de la cellule cancéreuse agit sur la cellule cancéreuse? Pas répondre. Pourquoi pas répondre? Dis, mais après, je veux te reposer. À partir de quel moment, chez un cancéreux qui a quand même un type digestif fonctionnel, il faut passer l'alimentation, c'est-à-dire mettre en place un sonde gastrique et adresser le malade parce que ça reste quand même une agression de ce malade-là. À partir de quel moment? Quand l'alimentation orale ne suffit pas. Oui, mais... Ça veut dire que, et là pareil, il faut voir au niveau de la dénutrition. Si on voit que par exemple la personne on lui amène une assiette qu'elle ne mange pas et qu'elle mange une, deux bouchées, c'est pas suffisant. Si on essaie de voir pourquoi. Parce que si on prend ça en considération, pratiquement tous les malades qui sont hasard, il faut leur mettre un sonde gastrique. Rarement sont les malades qui mangent vraiment bien. Non, je ne parle pas de. Ça veut dire est-ce que c'est à partir du moment que le malade commence à maigrir? C'est faux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des facteurs de dépistage de dénutrition. Du moment où on diagnostique une dénutrition à un patient, ça veut dire que là, on va essayer de nourrir le patient. Donc on va essayer par voie normale avec l'alimentation solide. Et des fois, il suffit juste d'expliquer, parce que bon, ça je l'ai vu à plusieurs reprises à la clinique, le fait d'aller chez les patients, de leur expliquer qu'il faut absolument manger parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'amener de l'énergie au corps à part l'alimentation. En fait, ils se forcent à manger. Et il y a une période pendant laquelle ils vont se forcer. Au bout d'un moment, ça fait, ils vont reprendre l'appétit dialon, ils vont pouvoir manger normalement. Et on a chez qui ça va être un peu plus compliqué. À ce moment-là, si on voit que son état est en train de se détériorer de plus en plus, à ce moment-là, on va arrêter, pas arrêter, mais on va penser à la complément oraux, déjà de 1. Quand c'est pas suffisant, à l'alimentation interne. Est-ce qu'il y a des facteurs psychologiques par rapport à la dénutrition? Si, je veux. Moi j'ai une question par rapport au sucre. Oui. On dit actuellement que le sucre est un poison dans le cadre de la nutrition. C'est un poison? Oui, on dit que c'est un poison. Le Gulzim boit du thé avec 18 morceaux de sucre dans le thé. Ah, c'est ça. Alors là, ma question, Comment c'est pas vrai, c'est vrai. partager une opinion qu'on est ou bien, et qu'en est-il par rapport à la personne cancéreuse qui a un cancer? Est-ce qu'il faut abolir carrément le sucre du régime ou il faudrait quand même essayer ou introduire Pour répondre à votre question, déjà il va falloir déterminer. Il y a sucre et sucre. Il y a le bon sucre, entre guillemets, bon maintenant on n'utilise plus trop cette notion-là, le bon sucre et le mauvais sucre. Maintenant on parle plus d'indice glycémique. Les aliments avec un indice glycémique haut et les aliments à indice glycémique bas. Donc nous on essaie de privilégier les aliments à indice glycémique bas. Donc, si vous vous souvenez tout à l'heure au niveau de la pyramide alimentaire, les féculents, je disais qu'il fallait privilégier tout ce qui est céréales complètes, légumineuses, par exemple pommes de terre douces au lieu de la pomme de terre, parce que c'est vrai que le sucre maintenant, en fait le problème c'est pas le sucre en lui-même, c'est la quantité de sucre qu'on ingère. Vous n'avez pas idée sur la quantité de sucre qu'on ingère. Vous allez acheter par exemple une soupe en brique par exemple au supermarché, c'est hyper sucré. Vous allez acheter de la sauce mayonnaise, c'est très rempli de sucre. Tout ce que vous mettez dans votre bouche est sucré. Ça veut dire qu'il suffit des fois que vous allez acheter du poisson, le poisson pané industriel, c'est sucré. Des fois on pense pas prendre des protéines, mais en fait non, c'est du sucre. Le problème c'est pas le sucre en lui-même, parce qu'en soi si vous avez une consommation modérée, une consommation équilibrée en sucre, ça va absolument rien vous faire. Mais c'est l'excès qui fait que c'est devenu grave. Parce qu'en soi ce surplus de sucre il va où? Il va se transformer sous forme de graisse. Et quand on a plus de graisse, forcément, on va avoir un problème d'obésité et toutes les complications qu'il va y avoir derrière. Et pour les personnes qui souffrent de cancer, donc ça va aider à nourrir les cellules et donc à développer la pathologie au lieu d'aider à diminuer
d'aider à évoluer, mais dans le bon sens. Dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais? Tu surveilles tout ça. Quand tu manges. Moi, je mange très équilibré. Ça ne va pas. On va voir. Elle a à peine 24 ans. On va voir. Ah, j'ai pas 24 ans. Attention. J'ai 26 ans. Ben, je te remercie. Bravo. Bravo. Oui. Jeune fille qui vient pour une masse abdominopelvienne apparue 15 jours auparavant. J'ai bien demandé 15 jours. Avant, elle n'avait rien. Elle était asymptomatique dans un contexte de métrorragie inaugurale, métrorragie sévère, qui a entraîné une anémie. Cette patiente n'a pas d'antécédents notables, en particulier cancéreux héréditaire, ovarien, mammaire. Et elle n'avait pas d'altération de l'état général. Cette dame était dans une ville du Nord et elle a fait un scanner. Elle est venue avec son scanner. Alors sur ce scanner, voici ce qui était marqué. Le scanner qui a été fait donc en janvier 2018, foie de taille normale, contour régulier, vésicule normale, voie biliaire intranormale, rate de taille normale, pancréas normal, aspect morphologie des surrénales, les reins aussi, pas de dilatation, sans épanchement, donc pas d'acide. Au niveau pelvien, volumineux kyste de 25 cm de hauteur sur 12, 21 cm de largeur, paroi fine, multicloisonnée, avec dans sa partie inférieure une petite formation calcifiée mûriforme mesurant 4,5. Ce kyste est en arrière, en bas et refoule l'utérus en avant. Alors l'examen clinique, qu'est-ce que j'ai eu chez cette femme? Alors la clinique, donc c'est une femme assez mince et c'était une masse abdominopelvienne, c'est-à-dire vraiment elle allait de la xiphoïde comme un utérus de 9 mois. Alors la question, bilan, elle est venue avec un CA125 à 77, voilà ce qu'elle avait comme bilan. La question, cette jeune demoiselle, faut-il lui faire une célioscopie diagnostique pour voir est-ce qu'elle est opérable? Faut-il lui faire une laparotomie d'emblée ou faut-il lui faire un complément d'investigation? La masse, elle était fixée ou? La masse était fixée. Alors, enfin, on n'arrivait pas à la bouger. Parce que c'était un utérus de 9 mois. Pas d'acide. Compliquer les marqueurs. À quoi vous avez pensé là? Tumeur de l'ovaire. Tumeur de l'ovaire, en général. C'est une tumeur de l'ovaire. Mais en général, jeunes filles, 20 ans ou 25 ans, ils ne font pas les tumeurs épithéliales de l'ovaire. Ils font souvent les tumeurs non épithéliales de l'ovaire. Type tératome, type séminome, autre chose. Donc là, peut-être qu'il faut compléter avec la CE, avec les bêta-HCG pour voir s'il n'y a pas d'autres composantes. Donc les marqueurs, il fallait les faire. Okay. Marqueur fait, négatif. HE4 négatif, CA125, le bêta-HCG négatif, la photoprotéine et l'antigène carcino-embryonnaire négatif. Hein? Il faut faire une cellule. Qui est pour la cellule? Non, il faut opérer. Il n'est pas biopsiable? Elle est biopsiable comment? En scanner? Est-ce que les oncologues... C'est un kyste qui est multicloisonné. Oui, c'est un kyste qui est moi, je pense. La quantité de liquide par rapport à toute la masse, est-ce qu'il est multicloisonné, plutôt liquidienne ou il y a des... Non. Professeur Moussaoui, qui a eu à gérer ce cas avec moi parce que il y a des zones charnues. Donc, on ne pourra pas amonceler ni fragmenter les choses, même dans un sac, dans une masse de 25 cm. La borselloscopie, je crois que ce n'est pas la bonne indication. On pourrait le faire, mais pas Très bien, donc peut-être pas dans la perspective d'enlever la tumeur, juste pour avoir une idée, puisque c'est quelle localisation, et après c'est par la parotomie. Parce qu'une tumeur de 25 cm, ça, même si on prend les lombo-ovariens et tout ça par cellio, on aura du mal à le faire sortir. Tout à fait d'accord. Alors, si Habib me connaît très bien, il sait que moi je suis entièrement cellio, je suis cellio jusqu'au dernier centimètre de centimètre. Cette dame, je lui ai fait une laparotomie. Parce que j'ai estimé, c'est une xiphopubienne, une masse comme ça. Honnêtement, même pour rentrer dans ce ventre, j'avais peut-être peur que le pneumopéricone, je le paye l'autre. Bien, donc cette dame, je l'ai fait une xiphopubienne.
Alors, xiphopubienne, qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je décide? Alors, n'oubliez pas que c'est une dame de 30 ans, non mariée, encore jeune fille, désireuse de grossesse. D'accord? Très important. Donc, cette dame, j'ai décidé, je suis parti avec la famille, de lui faire, quel que soit le stade, quel que soit ce que j'allais trouver, on allait faire une laparotomie et on allait faire une annexectomie. Et on allait faire l'anapathe, etc. et décider après ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette procédure, monsieur l'oncologue? Oui, oui. Maintenant, du moment que c'est des tumeurs importantes, l'extemporané risque de ne pas être fiable, du moment que ça risque d'être une tumeur non épithéliale globaire pour lesquelles le traitement conservateur est de mise, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à aller compléter pour un seul temps. Ça marche. Donc tout le monde est d'accord sur cette prise en charge. Alors, après avoir enlevé la masse, on a fait comme en trio, on a cherché le foie, comme on l'a fait une xiphopubienne, on a fait le staging d'une tumeur d'ovaire, il n'y avait rien. Le défaut, c'est qu'on n'a pas fait de biopsie. Je n'ai pas biopsié le péritoine. J'ai fait l'annexectomie, je n'ai pas biopsié. Macroscopiquement, j'ai fait une cytologie péritonéale, mais je n'ai pas fait de biopsie. Mais macroscopiquement, il n'y a rien. Le foie n'a rien, les coupoles, bref, les pipelons, tout ça, il n'y avait rien. L'anapathe, pièce de 3,8 kg, donc c'est quand même une pièce assez grande. Donc c'était une tumeur de l'ovaire. Tumeur de l'ovaire, isolée. On l'a sortie, annexectomie, et il n'y avait rien. Type histologique. Alors on y arrive. Cystadénocarcinome muqueux de grade 2. Excusez-moi. Cystadénocarcinome muqueux. Oh, mais celui-là, Voilà. Cystadénocarcinome muqueux ovarien de grade 2. Alors maintenant, cette dame revient chez moi, après avoir eu l'anapathe, non, parce que je sais que c'est important, et je me retrouve un peu embêté, je lui demande une IRM. non. Là, écoute. Arrête une question. Écoute, l'impression. Laisse-le parler. Je sais, Là, jusqu'à la fin. Alors on y arrive. La pièce était intacte. Il n'y avait rien. C'était tout. La pièce, il n'y avait pas de végétation. Il n'y avait pas de fraction sur la masse. Voilà, c'est ça la question. Ça marche, j'ai le compte rendu. Il n'y avait pas de fraction Il y a Non. une fraction. Et non. Et j'ai sorti la pièce en un coup sans rien. Pièce de résection mesurant 30 cm x 21, mi-kystique, mi-charnu, de poids égal à 3,8 kg, non vidé, 1900 g, vidé de son contenu. Les tranches de section renferment des foyers cloisonnés à contenu mucoïde, détruisant la totalité des structures ovariennes et tubaires. Les nombreuses coupes ont une prolifération tumorale faite de structures mi-cystiques, mi-charnues, la cystopathologique, celui d'un cystadénocarcinome muqueux ovarien de grade 2. La cytologie péritonéale, vous avez dit? C'est négatif. Alors, la question qui se pose maintenant. Pour revenir là. Oui, tout à fait. La question qui se pose, est-ce que cette dame, on lui a fait une IRM thoraco-abdominopelvienne négative, il n'y a rien. Il n'y a pas d'alléopathie lombo-aortique, il n'y a rien, les pipelons macroscopiquement et tout. Cette dame, l'IRM post-opératoire, il n'y a rien. La question qui se pose, cette dame est désireuse de conserver sa fertilité. Et elle veut avoir des gamins, elle est encore jeune. Est-ce qu'il faut la laisser faire ses gamins et la surveiller, ou est-ce qu'il faut la restager? C'est un mistineux, très C'est pas mauvais. prioritaire. Pour s'en sortir, il faut compléter et faire le tirage complet. Tu vois, le gros. Même si l'IRM est strictement négatif. C'est à 125. Madame, Négatif. Madame Derouge, qui l'importe? Le PET scan ou c'est l'IRM? Avant de l'IRM. Bravo. C'est ton parole. Non, maintenant, je pense que c'est un cystadénocarcinome mucineux. Il n'y a pas d'indication à faire de curage. D'accord. Ça, c'est le point 1. Donc, on ne peut pas reprendre cette dame parce que le risque d'envahissement ganglionnaire ne dépasse pas les 3%. D'accord. 2. C'est une forme localisée, c'est un TAA. Oui. Pas d'effraction capsulaire, c'est pour cela qu'on revient sur la biopsie avant. Si on avait biopsié, ça serait classé en T3. Et donc, c'est une indication pour faire de la conservation. D'accord. Et donc, cette malade peut conserver son utérus. Il peut avoir une ou deux grossesses. Et après, on surveille et on va voir. On n'est pas obligé. On la restage pas. Non. Non.
Non. Maintenant, stagiaire. Non, il y a une et option. attendez, laisse-moi terminer. Maintenant, il a fait la stadification post-opératoire, il a fait l'IRM et tout ça, il n'y a pas de localisation. C'est une tumeur qui est complètement intrachystique. Il n'y a pas d'indication à faire l'hystérectomie, le montectomie. Peut-être. Non, pas l'hystérectomie, Non. faire le staging, c'est-à-dire le curage, le Non, montectomie. le curage, il n'y a pas d'indication. Peut-être faire l'appendicectomie. Parce que les missionnaires, ils ont un risque d'avoir une localisation appendiculaire, donc pratiquement 30% des Peut-être faire un picking. Pas de curage sur un Non, Professeur si c'est Moussaoui. une location missionnaire, on ne fait pas de curage. Un picking. Non, non, on ne fait pas de curage. Alors, Allez-y, monsieur. moi je crois que avancer le stade 1A est très prématuré. On n'avance pas le stade 1A uniquement sur une pièce d'anapac ou sur une IRM ou sur une. Pour dire que c'est un 1A, il faut avoir un staging complet. Et c'est que lorsqu'on aura un staging complet qu'on peut dire que c'est un 1A. Qu'est-ce que tu proposes? Alors là, cette femme, il doit être. Cette femme d'abord, il y a la possibilité de conserver, mais dans d'autres circonstances. Lequel? Cette femme-là doit être restagée, c'est-à-dire qu'on doit la réopérer, faire une appendicectomie, faire une montectomie, faire une salpingectomie de l'autre côté. Faites. De l'autre côté, je parle du côté Contralatéral. pour faire un curage, parce que, quoi que l'on dise, les mucineux sont moins que les épithéliaux, que les séreux, mais aussi les métagangliones. Donc il faut faire tout ça pour dire que c'est un stade 1A. Et quand on aura fait c'est un stade 1A et qu'on aura vérifié qu'il n'y a rien sur l'ovaire contralatéral, qu'il n'y a rien sur l'utérus, qu'il n'y a rien sur le péritoine, à ce moment-là, cette femme-là, pour conserver, je ne pense pas à laisser l'ovaire plusieurs années, mais plutôt l'envoyer pour une fille, des conservations de sa terre, et après revenir pour faire l'ovarectomie. Donc, et à ce moment-là, elle passera après en chimiothérapie, elle passera en truc pour compléter son traitement. Voilà. Moi, je pense que dire que c'est un 1A sur des éléments, le PET scan est performant, mais on sait très bien que le PET scan, il déconne des lésions en moins de 5-6 mm, il ne peut pas les voir. Oui, vous allez voir, c'est l'origine. Vous n'allez pas croire. C'est un jeune de 13 ans, démuni, pas beaucoup de moyens. Il a ni sécu ni rien. Il a une mère qui lui donne l'affection. Il est pour son âge de 13 ans. Dommage, je voulais qu'il vienne ce soir, mais comme il est fort que je ne pouvais pas venir. Parce que quand même, quand il a plu un peu, encore la route est fermée. Donc il y a toujours l'enclave. Alors, mouchki. Bien. Comme j'ai dit, voilà, il pèse 33 kilos. Il était vu à l'hôpital au CHU. En maternité. Vas-y. Ils lui ont fait. Ah, voilà. Voilà ce que. Éteins un peu la lumière. Voilà. C'est horrible, hein. Il vit avec sa maman par Breka. Il vit avec ça. L'hôpital a les 2 cures de chimio protocolaire. Pour le laisser le habitat. ايش votre réaction؟ عنده بريكه ما عنده ما بقى 25 درهم في النهار يطلب ويدخل بحال هكا خصو عاد بونسمون 25 درهم. Donc, la question que je dis aux enseignants, il faut enseigner le palliatif, même chirurgical. Tout se bagarre. C'est quoi ce bagarre? هذا يدخل الدار هذه يخلع كاع داك الفيلا هذاك بيدون فيلا يخلعو يتسمى شيطان هذا شي يسميو. Ça c'est important que je donne aux jeunes. Parce que demain vous aurez ça. Parce que le dépistage qu'on fait aujourd'hui, malheureusement, ça ne va pas régler les choses. Nous ne sommes même pas 26 000 malades qu'on diagnostique. Et ce qui me fait mal, on a fait le tour du Maroc, chez les têtes de filets, chez les partout. Je ne sais pas, il y a un problème. On est imperméable au dépistage. Les médecins n'ont pas le geste. Peut-être une petite lésion derrière l'oreille. Et 4 cm. Juste après l'année, à quel âge? Hein? À quel âge ça? 6 mois avant. 6 mois uniquement. شدو داروا لي شي واحد شي شيميو au revoir. Bien, nous l'avons reçu. واحد الجمعيه اللي جابته
فيستعملاته يتخذوا فلوس وما خلصوش الدين. Je passe. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez. Vous allez l'envoyer chez lui. Vous allez faire un effort. Qui pour le laisser partir? Là, soyons honnêtes, hein. Tout le monde peut faire ça, même moi. Hein. Mais là, ce matin-là, ma Jenny. C'est quoi? Hein? Pardon, mieux ça. Il faut un travail pluridisciplinaire pour le gérer. D'accord. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Si le pluridisciplinaire va vous dire, ça te met à l'extra-temps, au-dessus de la carte. C'est ça que vous allez dire. Nous, on n'a pas fait ça. J'étais kamikaze avec César. Nous avons joué le jeu. Parce que je m'ennuie aujourd'hui, parce que tout est protocolaire. La RCP, il faut. Aujourd'hui, ça ne m'a plu. C'est sincère, je ne fais pas de la morale. C'était bien, c'est fair play. Nous avons pris une décision. Je remercie Nabil qui représente ce cas, qui est un peu difficile hein, pour la décision en face de la patiente. Voilà. On a repris la même chimio. Voilà ce que 20 cm sur 20, à 20 kg, avec des fistules de chine. En plus, toute la salle puée. L'étage pué. Et un certain personnel que je remercie, il a travaillé. Ils l'ont désinfecté. Nous avons une belle équipe. C'est grâce à nous, grâce à la proximité, grâce à la formation. Ils sont là un peu, hein, les 2 ou 3 là. Eh bien, Haïdari, que faire? Eh bien là, j'ai appelé le docteur Mouzoum, les docteurs ne sont pas là ce soir, le docteur Zohor. Nous avons décidé de reprendre le même protocole, les AMLO, ça va être. Eh bien, nous avons constaté après 3 cures, stabilité de la lésion. Et c'est nettoyé, il n'y a plus de puanteur, plus ça. Et j'ai enchaîné quelque chose que m'a appris à 20 ans, la radiothérapie plus chimiothérapie. Et j'ai fait à mi-dose, comme j'ai fait avec il n'est pas là ce soir, s'il me jette dans un sarcome de l'abdomen, le malade est toujours vivant. Et bien on a fait ça, c'est kamikaze. Il y a que la RCP, la standard, à l'expérience de l'Institut Pur. Il y a une Filine, Alfred. Donc, on passe. On a fait ça, chimio, RCC, chirurgie, tout ça. Et là, il faut l'applaudir. Hey. Regarde, on a fait la 12e métier par la radiothérapie, je ne vais pas vous faire la technique, tout ça, c'est... Ah, on a trouvé un résultat. Vas-y, voilà ce qu'il a. M. Zap, tous les jours était là, parce que pour les soins et tout, j'enlève. Regardez, c'est terrible, hein? Ça s'est réduit un peu. Maintenant, ça s'est bien réduit avec le protocole de 50%. Et là, j'ai employé la kamikaze, ou kamikaze, la taïdachi. À mi-dose hein, de radiothérapie. On lève. Voilà. Je t'applaudis à César. Merci. On passe. Ça, c'est la dosimétrie. Parce qu'il n'y a pas de temps à essayer, vas-y. Regardez. Il est beau. Il parle très bien. Il est au courant de beaucoup de choses. Malgré le Bereka. 12. Regarde. Vas-y. Vas-y. Regardez. Du jour, tout le matin, il est en nombre. Vas-y. Voilà, avec le personnel. Le physicien, l'infirmière. Et on applaudit le docteur Zrak et l'équipe. Et une microbiopsie aussi, on va voir. Ça va si tu veux les clichés ou directement ça? Non, ça va. Alors, je vois un surcroît d'opacité au niveau du cadran. Alors, à cheval des cadrans supérieurs et intra, les cadrans supérieurs du sein gauche, n'est-ce pas? Il y a un surcroît là-bas. C'est le droit qui est mal. Pardon? C'est le droit. Je vois un surcroît ici. Je pense gauche, hein? Ici, là. Là? Elle est ténieuse, hein? Oui. C'est le droit. D'accord. Ok, bon, c'est ce qu'on voit en tout cas sur cette.
crois, ici. Sinon, sur l'échographie, je vois la présence d'une masse tissulaire hypogène, atténuant de contours polycycliques, de contours flous déjà, et flous et polycycliques, mal limités. C'est ça. Vous avez fait une microbiopsie, j'imagine, éco-guidée, n'est-ce pas? Résultat microbiopsie Voilà, donc une éco-guidée. microbiopsie du nodule infracentimétrique. Je réappelle à toi. Oui, bien sûr. Microbiopsie d'un nodule infracentimétrique du cadre supérieur interne du sein droit. Alors il s'agit d'un carcinome lobulaire invasif avec carcinome intralobulaire étendu grade 1 de SBR. Alors, infracentimétrique, je pense que c'est une grosse masse. C'est pas infracentimétrique, l'image échographique. On dit du sein gauche, ça c'est le sein droit. C'est le sein droit. Ok, et donc là, ce qu'on a On regarde bien sur la main. Je parle de l'image échographique. Je sais pas. Ah, écho? Oui, oui, écho. Justement, parce que la microbiopsie, elle a été faite en écho-guidée. Tu peux nous montrer, s'il te plaît? Non, je veux dire, la masse, elle est quand même... Elle est plus qu'un centimètre. C'est bon, voilà. Donc, carcinome lobulaire invasif avec carcinome intralobulaire étendu grade 1 de SPR. La patiente, donc, quand je l'ai reçue, c'est une patiente de 46 ans qui paraît angoissée. Et c'est une mère de 3 garçons. Il y a une notion d'allaitement. Elle a 2 sœurs et une maman encore vivante. Comme antécédent pathologique personnel de RAS, mais elle a une tante maternelle qui est suivie pour niveau du sein. Alors elle a découvert un petit nodule au niveau du sein droit. Il n'y a rien sur le sein gauche? Non. Alors, je l'examine, je palpe un deuxième nodule rétroaréolaire centimétrique qui est arrondi, bien limité et fixe. Le sein par contre, au niveau du sein contralatéral, on ne palpe rien. Les creux axillaires et susclaves sont libres. Une TDM abdominopelvienne faite sans anomalie. Donc c'est un T1, M0, M0. Bifocal, non? Multiple. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur chirurgien? On a le statut de récepteur et d'acteur. Après. Sur la biopsie. C'est microbiopsie. Oui, oui. C'était demandé, elle ne les a pas fait. Donc ils étaient refaits ici chez nous. À cette étape, qu'est-ce que vous aurez fait? Tout dépend de ce statut. Si on est dans un truc négatif ou un luminal AP, ça dépend. D'accord. À l'examen clinique, il n'y a pas d'adénomatie. N0. À conversion. Non, c'est contralatéral aussi, rien à palper, pas de nodule, pas de masse. Maintenant, la question c'est un lobulaire infiltrant avec composante intracanalaire. Non, intralobulaire. Intralobulaire. Intralobulaire, c'est ça. Et donc là, c'est une bonne indication à l'IRM. Hier, ma mère. Oui. Parce que là, après, toute la décision, est-ce qu'on va conserver ou pas conserver, dépend de l'aspect à l'IRM. Est-ce que c'est multifocal, multicentrique ou autre? Parce que vous avez palpé un nodule pararéolaire, il a un autre nodule, un petit nodule, on ne sait pas, et ce n'est pas la mammographie qui va nous montrer. Il y a même des microcalcifications sur la maman, donc... oui, c'est une indication, le carcinome lobulaire infiltrant, c'est une bonne indication à l'IRM. Il est pour une IRM mammaire. Alors c'était le cas, j'ai demandé une IRM mammaire à la patiente et comme elle était angoissée, donc elle se disait, moi j'ai fait la mammographie, j'ai fait le scanner, comme si elle ne voulait pas faire une mammo, elle voulait se faire opérer coûte que coûte. Donc j'ai demandé une IRM. On a le droit de l'opérer coûte que coûte. Non. Est-ce qu'on a le droit de ne pas compléter? On revient à ce que dit Habib. Il faut arrêter la médecine du misérabilisme. Exactement. Il faut bilanter toute la femme pour pouvoir, peut-être qu'elle va faire une chimio préopératoire, peut-être qu'elle va faire une paquet de trucs avant de l'opérer. C'est ce que j'ai fait, j'ai insisté pour qu'elle fasse une IRM mammaire. IRM et tous les récepteurs. Il faut les récepteurs. Parce que là, c'est une obligation. Si on est devant un truc négatif, je les ai demandés. Je les ai demandés, donc vous allez voir. Alors je vais sauter quelques diapos pour revenir après. Alors, vous avez fait un sentiment. Voilà l'IRM. Madame la radiologue. Alors, on repère ici la présence d'un nodule au niveau T1, T2. La flèche.
puisque la masse correspond à ça, on est Pas de discussion bilatérale. Tu dis ce que tu penses. Voilà. Donc voilà, j'ai une masse en hypo T1, hyper T2. Alors, c'est quoi ça? L'injection. Bon. Ils n'ont pas injecté. Hypo T1, hyper T2, les contours ils sont polylobés, de siège rétro-aréolaire. Voilà. Est-ce qu'il y a une seule lésion ou plusieurs? Alors, je vois un magma en fait. Il y en a plusieurs là, ici. C'est un magma de petits micronodules qui sont agglomérés, enfin, on va dire un agglomératif de en rétro-aréolaire. C'est ça ce qu'ils ont décrit. Mais c'est pas bifocal. Alors là c'est une coupe et là c'est une coupe. Là je pense que ça, cette lésion, ce qu'on voit ici, il fait partie de la masse qui est là, non? C'est une seule lésion. C'est-à-dire en compte 3D. Parce que moi je vois la réole sur les deux coupes, n'est-ce pas? Qui est bien limitée ou une lésion diffuse. Donc on arrive difficilement alors on arrive à difficilement à cerner. repérer les contours, mais je vois quand même un agglomérat de nodules, quoi. On dirait une masse qui est multinodulée, quoi, multilocalisée. Donc je vous lis Alors, compte rendu. le séquence latérale, je vois ici un surpoids. Donc multiples lésions diffuses du sein droit, on dénombre au moins 7 lésions, Mais qui sont agglomérées, non? dont les courbes dynamiques sont similaires, suspectes, assez influentes. Et vous avez les courbes? Les courbes, les clichés, s'il vous plaît. Les clichés. Donc, en plus, il parle d'une lésion nodulaire centimétrique pré-pectorale gauche, se situant à 8 cm du membran et à 1 cm du muscle grand pectoral et 2,3 cm de la peau, suspecte. Ça, c'est le compte rendu de l'IRM. On est parti sur au départ une lésion infracentimétrique unique et sur l'IRM on retrouve que c'est bilatéral et cette lésion au niveau... Alors ils disent diffuse ou là ils ne précisent pas? Diffuse. Diffuse sans dire exactement où. Ouais. Donc on a une atteinte multifocale bilatérale. Exactement. Non, pas multifocale au niveau du sein droit. Au niveau du sein gauche, c'est une seule lésion. Avec une lésion suspecte du sein contre la gauche. Donc les images que vous choisissez. Alors voilà le résultat de la radiologie, l'IRM. Donc vu que c'est une tumoralie du ventre, il faut refaire les immunohistochimies. C'est fait. Et faire un sentinelle. Bilan d'extension. Voilà les luminohistochimies. Donc les récepteurs œstrogènes qui étaient à 70%, donc progestérone négatif, GAI était estimé à 10%, et les récepteurs test négatif. Bilan d'extension. TAP normal. C'est une indication pour le... Pourquoi, on va demander à Madame Guerrero, vous avez dit parce que j'ai le PET scan, pourquoi on doit faire le PET ou on ne doit pas le faire? Voilà, j'ai le ganglion sentinelle. Justement, ouais, justement, je reviens. Vous avez fait le ganglion? Pas fait. Alors, c'est au niveau de la clinique, on perd opératoire, qu'on m'appelle, il y a le mari de la dame qui vous demande, il veut vous montrer l'IRM. J'étais déjà engagé. Ça, c'est une question d'RCP. Est-ce que dans une multifocale, vous allez faire le sentinelle? Si vous savez. Oui. Sûr. Pourquoi ils mettent dans les papiers moins des petites lésions? C'était une restriction il y a longtemps, mais depuis 4-5 ans, on s'est obligé d'avoir les travaux de Céline Renaud qui a publié sa... On a le droit de faire le sentinelle. là-dessus. Et sur un essai, il a prouvé qu'elle est valable dans le multifocal, dans le multicentrique, dans le post-opératoire, cicatriciel, dans tout. Il n'y a pas de dans les restriction pour le grosses sentinelle. Du moment qu'elle est N0 clinique et échographique, c'est permis de le faire. Même dans le grosse tumeur. Donc, N0. dans les grosses tumeurs, dans les grosses tumeurs, on sort des indications. Parce qu'en chimiothérapie, on aura un curage. La seule recommandation dans les plurifocales, c'est de faire les deux techniques, le radioisotope et le bleu de Patent. pas uniquement le bleu de patent.
Non, mais c'est pas une contre-indication. C'est pas une contre-indication. Non, le multifocal, c'est pas une contre-indication. Tu sais, le lieu du premier relais ganglionnaire, quand tu as la main, c'est quoi? Tu veux partir ailleurs, tu peux partir. Là, oui, il est recommandé parce que quand on avait des lésions multifocales avant, c'était une contre-indication sentinelle parce qu'il y avait un taux important de fonds négatifs. Et maintenant, en faisant des injections péricardiolaires avec la double technique, là, on réduit le taux de fonds négatifs. Donc, on le fait à condition de faire la double technique. Ce que j'ai fait donc au niveau de la lésion et en périaréole. Surtout en périaréolaire. Comme ça, on cible tout le sein. Alors j'ai essayé une tentative, bon j'ai appelé ça tentative parce que vraiment j'avais pas à l'IRM. Je voulais tenter un traitement conservateur. Après, c'était en extemporané, il y avait l'anatomopathologiste avec moi au bloc opératoire. Donc elle trouve un triple foyer, comme vous le voyez ici, un grade 3 SPR. Donc alors qu'avant, à Casablanca, ils ont dit SPR 1, c'était un grade 1, avec une composante infralobulaire extensive de haut grade. C'est là où je me suis rattrapé et j'ai complété. C'est le deuxième ça? Non, deux seuls, un quel seul. Donc, mais c'est un droit. Tentative de traitement conservateur sur cette lésion? Au début, parce que je pensais qu'il n'y avait que les deux lésions qui étaient contiguës. Avec tout début. Je pense que j'ai raté un épisode. Non, mais par la suite, on s'est retrouvé devant une multicentricité. Il y avait, je pense que l'indication de la conservation chez cette dame, parce qu'il y avait l'anatomie. Moi je pense que l'indication de conservation chez cette dame, ils étaient très à discuter. Ce n'est pas une bonne indication. C'est un lobulaire infiltrant, il y avait une composante lobulaire in situ, il y avait plusieurs lésions à l'IRM. C'est pour cela qu'on a fait l'IRM. Pour voir la multicentricité. Justement, l'IRM, on l'a ramené en préopératoire. Oui, mais bon, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut l'avoir à tête reposée parce que peut-être qu'on ne fait pas de tentative de chirurgie conservatrice. Moi, à votre place, j'aurais attendu l'IRM, peut-être que j'aurais fait mastectomie sentinelle et reconstruction mammaire en un seul temps avec prothèse et j'aurais réglé le problème une fois pour toutes. On n'est pas reconstruire Oui, on peut la reconstruire. En immédiat, on peut la reconstruire. Oui, pourquoi? Parce qu'il est N+, il aura besoin d'une radiothérapie. Et alors? Si tu vas mettre un expandeur, tu vas irradier sur un expandeur. Et je ne sais pas si les radiologues aimeraient irradier un expandeur. La qualité du lambeau va être défectée si on fait la radiothérapie. Mais maintenant, les choses ont changé. On peut faire reconstruction mammaire immédiate, prothèse, on fait la radiothérapie. On peut irradier même sur une prothèse. Au pire des cas, ce qu'il va se produire, il va développer une coque, il va développer un problème autour de la prothèse et on peut toujours retirer la prothèse et la changer. Et comme ça, on aura gagné toute la peau, on aura gagné la plaque aréolo-mammaire, on aura tout fait. Il y a beaucoup de travaux actuellement qui font la reconstruction immédiate suivie de radiothérapie. Tu gardes les tuyaux cutanés? Oui, pourquoi j'en ai Le dernier Brest à New York. Mais ça dépend. Ça dépend. Je réponds. Le dernier Brest à New York, il faut attendre pour faire la reconstruction. Il y a des gens qui attendent. Il y a maintenant au dernier. Là, parlez, on attaque 2 minutes chacun. Vas-y. Oui, maintenant, les dernières, pas les recommandations, les possibilités de reconstruction mammaire immédiate, on peut les faire et on peut irradier par la suite. Ça, c'était, il y avait des équipes. Moi, j'ai 2 malades maintenant, avec reconstruction et radiothérapie. C'est pas un standard. Mais c'est possible, c'est faisable. Même si la patiente doit bénéficier de traitement du vent par la suite. Oui. On peut tout faire. On peut tout faire. On reconstruit. Oui, il y a des malades qui ont des séries sur ça. On peut tout faire en matière de séquence thérapeutique. On peut discuter sur cette femme, faire une séquence inversée. C'est-à-dire de faire sa radiothérapie et l'opérer après. Ça existe, il y a des équipes qui ont publié là-dessus, il faut voir l'équipe de Bordeaux, c'est un peu son standard de fait, c'est un essai clinique. Deuxième chose, voilà. Oui, c'est un essai clinique, mais ils sont en train de publier. On peut reconstruire. Mais est-ce que vous voudrez éradiquer là, il y a un problème. Reconstruire. Alors, reconstruire rapidement, il y aura un problème en radiothérapie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes machines, nous n'avons pas les mêmes physiciens, nous n'avons pas les mêmes radiothérapies. Et ce n'est pas les mêmes doses qui travaillent. Et ce n'est pas les mêmes doses. Ça, c'est important. Et c'est faisable. C'est faisable. Tu sais, quand tu ouvres cette porte, oui, mais tu as la zizanie. Pardon, pour la qualité, il faut rester standard. On cherche une qualité esthétique aussi pour la femme.
Donc après la radiothérapie... Un an après, tu peux faire bien les choses. Non, mais Si on veut reconstruire, on va reconstruire pas par une prothèse définitive. Non, quand on parce que c'est reconstruit. difficile d'y rajouter. Ah, parce que On reconstruit par un expandeur, mais avec aussi une valve qui doit être déportée pour ne pas gêner la radiothérapie. Oui, mais maintenant... Et deuxième chose, quand on irradie ça, il y aura 2 mm de la peau sur la prothèse. Et il reçoit des doses... Ça dépend de la magie. Compliqué. Non, mais ça dépend. On va anéantir tout le résultat esthétique. Non, il y a des gens. C'est un oui, c'est bien qu'on discute. Nous n'avons pas les mêmes machines et pas les mêmes gens. Donc, si on ouvre une porte par RCP, de ça, il faut faire option. RCP standard, pas de reconstruction immédiate. RCP. Maintenant, si lui fait 45 par an, si lui fait plein de reconstruction, il prend sa responsabilité, une complicité avec le patient, pour la patient. Tu vois? C'est pas une exception. Non, c'est pas une exception. J'ai vu des dégâts, en 25 ans, on a vu plein de dégâts. Il y a des cours d'apprentissage. Est-ce que plein de gens font ça? Non. Les Marocains ne sont pas encore sensibilisés à la reconstruction. Ils sont beaucoup de... Ils demandent... Maintenant, c'est à nous de voir. Les malades n'ont pas les moyens. Il y a un mec qui a le cobalt, c'est pas comme le mec qui a le Vémat. C'est pas la même chose. C'est pas la même machine. Donc, il faut donner le choix au patient. واحد غادي يعيط كثير المحسن ولا السجاني يقول لك واش دير واش فلوس واش دير يقول لك يبغاد pas le malade, soyons réalistes. Je le vois toute la journée. Lui, par exemple, c'est mon ami, il a sauté. Il a fait son excuse, il a sauté rapide pour ça malade. Donc, la RCP, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on doit être là à 14h, on doit laisser la malade partir chez elle, on ne peut pas sauter sur elle, c'est ça la RCP. La réalité quotidienne, on opère la maladie sur nature, mais je suis opère. Donc, j'ai raison. J'ai raison. Voilà, je discute pas. Non, maintenant. Habib, puisque tu es dans la politique, moi je suis en train de dire que si j'avais été comme ça, si vous avez été comme ça, le problème qui se pose maintenant, que nous allons tous avoir, c'est que est-ce que chacun a le droit de faire ce qu'il pense en fonction des moyens? Le problème qui va se poser, c'est si jamais tu as une complication et que tu te retrouves devant le tribunal. Eh bien, si tu te retrouves devant le tribunal et que tu es sorti de la RCP, tu te fais allumer. C'est ça qu'il faut apprendre. Et les Marocains, tu disais, etc., ils commencent à googler tout ce que tu veux. Ils te sortent les dernières RCP des États-Unis, d'Australie, etc. Ils te disent non, monsieur, le protocole admis aujourd'hui, c'est celui-là. Vous ne l'avez pas fait, donc vous avez fait une faute médicale. Et ça aussi, il faut l'intégrer dans toute ta réflexion médicale, parce que bientôt, on va se faire allumer comme des lapins. Tu as raison. Ça a commencé déjà. La RCP se fait en petits groupes. On le sait très bien à Rabat. Il y a des groupes un peu partout. Mais comme on a dit tout à l'heure, si nous arrivons à se réunir tous, donc pour une RCP... C'est pas possible. Il faut réunir tout le monde. Là, il y a la définition de la RCP. Qu'est-ce que c'est une RCP? Quand on va la définir, on ne va pas amener n'importe qui. On va amener des experts. C'est ça la RCP. Les idées de 5 parents, je ne sais pas la RCP. Les idées de la prostate par an, je ne sais pas la RCP. Voilà le sérieux. Puis avec les صاحبي يكون قاري اجو. C'est ça la RCP. مشينا مشيت واحد المره لشي ناس ما عندوش سكانر ما داروش ما عندوش فلوس. Le même malade دار سكانر عندي. Maintenant voilà la RCP. Il faut être correct, avec un profil, avec surtout une expérience, avec surtout un bon CV correct. J'ai fait le travail. ويقرا يكون قاري يجي عندي يقول لك les essais thérapeutiques. D'accord, tu as lu les essais thérapeutiques. Et les essais thérapeutiques, c'est un moyen de réfléchir. Voilà, c'est important ce que je vous dis. D'abord, madame, elle est là, depuis dans un an, on fait des réunions. Mais elle, on voit des défauts. Mais elle. Donc on passe à l'étape maintenant. Donc on a fait une mastectomie avec curage ganglionnaire axillaire, homolatéral, plus pose de PAC, parce qu'on savait que la chimie allait être d'éducation.
Donc, pour la mastectomie, on a encore trouvé un double foyer invasif de 15 mm et de 3 mm. Donc, au sein de foyers de carcinome intralobulaire de grade intermédiaire. Au début, c'était un grade 1, grade 3, maintenant grade 2. Donc, il y avait des embolies vasculaires, absence de site d'extension apagétoïde en mamelon, des limites de résection chirurgicale saine. Figurez-vous que c'était le seul ganglion sentinelle qui était positif, sur 26 ganglions. Donc, voilà l'immunohistochimie, comme je l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, pour les oncologues médicaux, protocole. Attends, là, madame. C'est la chimiothérapie standard. Ouais. Et le sac collatéral. Justement, qu'est-ce qu'il en fait? Le sein gauche. Ouais. Il faut le biopsier. À mon avis, il faut. Bon, j'ai pas encore. C'est un repérage par rapport sous éco-guidé. Le biopsie. Ouais, allez le chercher, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce repérage par rapport ou biopsie, microbiopsie directe? Alors déjà, il faut le retrouver à l'échographie. Parce que des fois, on n'arrive pas à retrouver les sons qu'on voit à l'IRM et qu'on ne retrouve pas à l'échographie. Du coup, ce qu'on fait, c'est déjà, on revoit les images IRM, on essaie de repérer, on fait ce qu'on appelle une écho de second look. Et c'est là en fonction. Si on arrive à le voir, il est vraiment, on peut le biopsier, alors on le biopsie, ok. Si on n'arrive pas, on fait un marquage de la zone suspecte. Le chirurgien, on va essayer de le remonter et de lui dire, voilà, c'est là. Comme les biopsies sous IRM ne se font pas actuellement au Maroc. Voilà. Sinon, à l'étranger, on allait vous dire, faites une biopsie sous IRM. Voilà. Et sous écho, Si on arrive à le repérer. Par contre, il n'était pas vu au début, ni au niveau de la maman, ni pas parlé. C'est important d'avoir une anapathe avant de l'opérer, parce que si vous faites un pont, vous prélevez, on vous dit carcinome, ça va être difficile pour aller faire son pinage. Donc, il vaut mieux avoir la biopsie avant. Pour les sœurs de la patiente. Consultation projective. Est-ce que cette femme peut avoir une recherche génétique, une mutation? Ouais. C'est une activité dans le ça aussi, parce que ça va rentrer dans la question du deuxième cercle. C'est pour la partie. Bon, je vous remercie. Ne dépasse pas 1% de toute la pathologie cancéreuse. Donc, c'est une femme qui est venue à la consultation pour une tuméfaction au niveau de la face antérieure de la cuisse. Donc, tuméfaction de la face antérieure de la cuisse qui évolue depuis 6 mois, très peu douloureuse, et on voit, donc là c'est la région abdominale, non, la région abdominale, et on voit cette tuméfaction au niveau de la loge antérieure de la cuisse. Donc on a fait le CUSAC, l'échographie, c'est une image tissulaire au niveau de la loge antérieure de la cuisse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Biopsie chirurgicale? Non. IRM au premier. IRM au premier. Pardon? Thoracique. C'est une masse musculaire, très peu mobile, masse hétérogène au niveau de la loge antérieure de la cuisse. Biopsie d'abord. Biopsie. On n'a pas de diagnostic jusqu'à présent. La malade qui vient, on a fait l'échographie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande le bilan d'extension? On n'a pas d'anapathe. Biopsie première. Chirurgicale. Ok. Biopsie obtécute, biopsie chirurgicale. Vous avez besoin de l'IRM aussi pour la chirurgie? Oui. On va voir. La biopsie. Donc chez elle, on a fait une microbiopsie obtécute et donc à l'anapathe. C'est un sarcome pléomorphe de grade 3. Donc le sarcome pléomorphe, c'est très très rare. Vous voyez ici dans la nouvelle classification, on le fait partie des sarcomes inclassés, donc il y a des sarcomes pléomorphes qui représentent même pas 5% des sarcomes des particules. Donc nous sommes devant un sarcome pléomorphe au niveau de la loge antérieure de la cuisse. Alors qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on fait? Bilan d'extension, donc il a fait un scanner thoraco-abdominopelvien qui est normal. Donc l'IRM, c'est chirurgie. Donc ce qu'on opère, on fait de la radiothérapie, on fait de la chimio, c'est ce qu'on fait. Voilà donc les coupes hautes. Là on est dans la région abdominale, donc on ne voit pas beaucoup la région. Et là on descend
on voit la lésion qui est là. Nous sommes devant un sarcome pléomorphe au niveau de la loge antérieure de la cuisse, d'accord, qui est d'un volume pratiquement de 10 cm, donc qui est en contact intime avec le paquet vasculaire nerveux. En contact avec les axes vasculaires. Les axes vasculaires. C'est ce qu'on voit ici. Sans les oreilles. Non, oui, mais on n'est pas Oui, très... Amine. Alors c'est là. Là, c'est les vaisseaux fémoraux et là, c'est le contact intime. Là, j'ai un doute sur une rupture du liseré de séparation. Donc, il faut injecter déjà, je pense. Il y a d'autres avis, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'angio IRM d'opérabilité, d'angio scanner pour voir les vaisseaux, pour voir les coupures des vaisseaux. Exactement, donc c'est dans ce problème, parce que la masse est refoule, le paquet vasculaire nerveux, donc on a demandé une angio IRM. Voilà, du coup. Donc on a ici l'artère fémorale profonde, là, qui descend. Oui, mais je pense qu'il y a quand même ici... Contact. Oui, je pense qu'elle est englobée au niveau. Voilà, donc on a l'artère fémorale superficielle qui descend. On a la profonde, ici qu'on voit, qui est nourricière pour la tumeur. Et on voit ici juste un refoulement, il n'y a pas d'image en intravasculaire au niveau de la superficielle. Il n'y a pas de neurovascularisation. Oui, oui, il y a une neurovascularisation de la tumeur, oui, c'est encore réellement au niveau de la tumeur qui est là. Mais le fait qu'elle n'est pas englobée à 180 degrés, oui, voilà, signifie qu'on peut quand même faire une résection. Pour nous, c'est un angle de 180 degrés. Ça veut dire quand ça dépasse 180 degrés, ça veut dire qu'elle englobe l'artère et il n'y a pas moyen de la réséquer, de la retirer de la donc il fait le tour, pratiquement la moitié du pédicule, il est au contact de la tumeur. Comment tu calcules ça? C'est résécable, comme tu l'as vu. Ah, c'est la question qu'on se pose parce que on m'a posé cette malade pour me dire est-ce qu'il est résécable, on l'opère, est-ce qu'il n'est pas résécable, on va faire autre chose. Et donc je partage avec vous le... Moi je suis pour la chirurgie. Quels sont les résultats de la chimiothérapie aujourd'hui? Pour les sarcomes, on fait pas Compartimentation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on opte maintenant pour opérer, qu'est-ce qu'on fait comme résection? Une compartimentectomie. Compartimentectomie. Donc là, c'est une... si on voit la loge au niveau de la cuisse, il y a 3 loges. Il y a la loge antérieure, donc avec les 4 muscles, on a le vaste interne, c'est une tumeur au niveau du vaste interne, ici, qui prend également le vaste intermédiaire, et on a même une extension vers le droit antérieur, et le vaste externe n'est pas atteint. Et donc là, on a une petite partie vers les adducteurs, ici, qu'on voit, et le pédicule vasculaire nerveux, il est là. Donc il y a la tumeur, elle est au contact avec la corticale. Et donc là, si on va faire... Le fait que ça reste un peu limite, est-ce qu'on ne peut pas tenter une chimiothérapie par la perfusion du membre isolé? Ah, ça c'est pour les cas, la perfusion des membres isolés, c'est dans les cas extrêmes et des récidives importantes pour lesquelles on ne peut pas faire de conservation pour le mort. Maintenant, on peut conserver chez cet homme. C'est pour cela qu'on trace juste les difficultés chirurgicales chez elle. La difficulté, c'est qu'il faut enlever le périos, qui sera la... Ou aller, parce que le périos, c'est une barrière. Donc, c'est les justes contacts, on peut aller la première brosse derrière. Voilà, donc c'est un T2B. Et donc, l'attitude, on s'est dit qu'on va faire une chirurgie première du moment que c'est les écarts. Et donc, au lieu d'enlever tout le compartiment, parce qu'avant on faisait les compartimentectomies, on enlevait les 4 faisceaux, les vastes, les 3 vastes, plus le droit antérieur. Et donc, ça donne des séquelles fonctionnelles par la suite. Donc, le malade il ne peut plus faire de flexion. Et donc là, maintenant, on peut passer à 1 ou 2 cm de la tumeur et sauvegarder le vaste externe qui n'est pas atteint ici. Et les CD qui... Oui, oui. Donc, la chirurgie des sarcomes, la chirurgie est envisagée d'emblée, donc on ne fait pas de chimio, on ne fait pas de radiothérapie, si on a la possibilité de faire une chirurgie carcinologique, parce que sinon, si on fait une chirurgie F1 ou F2, on complique le pronostic. Le pronostic est aggravé, il y a un risque important d'évolution métastatique et d'évolution sous forme de récidive. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure,
On a changé de l'amputation à la compartimentectomie, maintenant à des résections avec 1 ou 2 cm de marge de résection. Donc on va échanger quelques points techniques chez cette dame. Et donc là, on voit ici l'incision qui est le long de l'axe du membre, qui prend le trajet de la biopsie. On fait de très larges lambeaux, on décolle largement pour ne pas aller directement vers la tumeur. J'ai dit qu'il y a un point technique que vous avez dit aussi, c'est que la biopsie doit être faite aussi par le chirurgien de préférence et non pas par n'importe qui. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, toujours dans l'axe du membre. Toujours dans l'axe. Pourquoi dans l'axe du membre? Parce que les incisions, toujours quand on les fait dans les membres, on les fait dans l'axe du membre. On ne fait pas d'incision transversale. Et ça va être repris dans l'incision chirurgicale d'exérèse. Parce que si jamais on avait une incision de biopsie qui est comme ça, qui est transversale, on aura du mal à aller la réséquer, du mal à aller recouvrir par la suite. Alors là, la biopsie qui était dans le sens, dans le sens de la nouvelle exérèse, donc ça nous facilite l'exérèse. Et donc le premier temps et le premier souci chez nous, c'était de voir le pédicule vasculaire. Et donc nous avons libéré le pédicule vasculaire. Là, c'est le couturé qu'on a coupé parce qu'il traverse de haut en bas, de dehors en dedans. Donc on a libéré le pédicule vasculaire. C'est un bon gigot, hein? Wolftor. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas commencé à couper qu'une fois le pédicule a été complètement libéré. Vous voyez, de la région abdominale jusqu'au niveau des condyles fémoraux. Et là, on a coupé l'insertion distale du vaste interne. Et là, on est parti vers le périoste. Et là, vous voyez que même dans la loge interne des adducteurs, on a enlevé l'aponévrose, une partie de la loge des adducteurs, pour essayer d'avoir ce fascia qui est carcinologiquement valable comme barrière anatomique. Le périos n'était pas gratiné? Oui, voilà. Donc on est passé sur le périos ici, donc on a le pédicule à la fin. Une fois qu'on a enlevé la tumeur, il y a le pédicule, vasculo-nerveux de la région abdominale jusqu'en bas, et puis le périos. Et on a réséqué le vaste interne, le vaste intermédiaire et une partie du droit antérieur avec des limites de résection. Voilà, ici la pièce, avec des limites de résection à la fin qui étaient saines. Et donc chez cette dame qui avait quand même une tumeur qui était assez importante, on est arrivé à faire une chirurgie conservatrice. Et je l'ai vu l'opérer il y a 15 jours, il n'y a pas beaucoup de séquelles fonctionnelles. Après, il va faire une rééducation pour rattraper le petit manque de flexion. Le cancer 0, tu t'as